Bonsoir à tous et bienvenue dans Audition publique. Dernière semaine avant le choix crucial du 24 avril 2022 avec en point d'orgue cette semaine évidemment le débat Marine Le Pen, Emmanuel Macron mercredi soir à suivre sur les chaînes parlementaires bien sûr. Avant cela, nous vous proposons ce soir de juger chaque projet dans une trentaine de minutes, celui du Rassemblement national et tout de suite celui du président candidat Emmanuel Macron que vous représentez ce soir. Bonsoir Clément Beaune. Bonsoir, merci beaucoup à vous d'être là ce soir. Vous êtes chargé des affaires européennes dans ce qui restera le dernier gouvernement du président Macron. Est-ce qu'il sera réélu? On verra ça ce soir. Mais c'est vrai que l'écart est assez faible encore entre les deux finalistes par rapport à 2017. On rappelle 66-34, c'était l'écart de 2017. Je parlais du débat. Ça va être un moment qui aura son importance sans doute. Quel est le risque principal qui guette Emmanuel Macron dans cette confrontation très attendue? Je ne sais pas hiérarchiser les risques, mais l'élection n'est pas jouée, elle est ouverte par définition. Et le débat est un élément important dans la dernière ligne droite d'explication longue, approfondie et du choix des Français. Donc le risque, c'est de ne pas arriver à convaincre suffisamment, de ne pas arriver à expliquer de manière qui crée l'adhésion suffisamment pour réunir une majorité, j'espère une large majorité pour cette élection. C'est très important contre l'extrême droite. Donc ce sera un moment de clarification, d'explication, de pédagogie, de confrontation démocratique. Moi, j'attends cela avec impatience, parce que je pense que c'est le moment, non seulement qui est une forme de tradition républicaine, mais où il y a, dans le détail, la confrontation des projets. Alors ça, c'est l'enjeu général, on va dire. L'enjeu pour Emmanuel Macron. Il a dominé largement en 2017, ça avait été important. Il a gagné d'ailleurs des points très vite dans la foulée. On parle de lui comme d'un président, souvent, enfin les Français le trouvent parfois arrogant. Il pourrait avoir un excès de confiance. De ce point de vue-là, est-ce que vous pensez qu'il fera attention? Oui, je crois vraiment. Je ne crois pas du tout que le candidat Emmanuel Macron aborde ce débat en se disant que les choses sont simples, faciles, que tout va aller de son côté et qu'il n'y aura pas de discussion et de confrontation difficile à avoir. Au contraire, ce sera un moment compliqué au bon sens du terme, où il faudra pied à pied défendre un projet, répondre à des attaques, au sens, j'espère, courtois et républicain du terme, mais des attaques politiques. Et je ne m'attends pas à quelque chose qui soit une promenade de santé. Mais on a prouvé, le candidat Macron a prouvé il y a 5 ans que en 2 heures et quelques de discussions et de confrontations, il était capable d'expliquer et de convaincre. Donc il n'y a pas de raison non plus de regarder les choses avec appréhension. On verra. Alors, après coup, Nicolas Sarkozy, dans son débat face à François Hollande, pour sa tentative de réélection, avait dit « Je suis arrivé, j'étais rincé », c'est ce qu'il avait dit, avec un quinquennat de crise aussi derrière lui. Est-ce que ça, c'est un problème pour Emmanuel Macron? C'est un enjeu, bien sûr, quand vous êtes un candidat président sortant, d'être forcément plus fatigué parce que vous avez une double casquette, inévitablement. Le président de la République, encore jeudi dernier, en tant que président de la République, il a parlé au président ukrainien, M. Zelensky. Il a des contacts internationaux plusieurs fois par semaine qui continuent. Et il fait en même temps campagne, et une campagne en plus qui a été forcément un peu écrasée par l'actualité internationale, notamment avant le premier tour. Et donc il s'est beaucoup déployé. Il est allé au contact, il a déployé de l'énergie, il a utilisé du temps. J'étais avec vous lui le trouvez, à Strasbourg. pour dire, vous le connaissez bien, vous avez des contacts réguliers, vous le trouvez qu'il a suffisamment de fraîcheur, entre guillemets? Moi, je trouve qu'il a de l'énergie et je crois qu'il aura à cœur, parce que c'est un exercice physique. Je ne l'ai pas pratiqué moi-même, je pense que tant qu'on ne l'a pas fait soi-même, on ne peut pas vraiment juger. Mais enfin, je l'ai vu de près la dernière fois et cette fois-ci. Tout le monde le dit, c'est un exercice physique. Et donc, je crois qu'il se prépare aussi en ménageant un moment de réflexion, de pause en quelque sorte, et de repos physique, c'est important. Alors, je voulais vous soumettre vous rappelez la une du JDD, ça ne vous a pas échappé hier, rejet contre rejet. Il y a de ça? Est-ce que c'est la confrontation entre une forme de rejet contre une autre forme de rejet? Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Moi, je m'y résous pas. Je ne suis pas ni sourd ni aveugle. Je vois bien que dans le pays, il y a une colère et un rejet multiforme, parfois difficile d'ailleurs à canaliser en quelque sorte. On l'a vu dans d'autres circonstances au moment de la crise des Gilets jaunes. Ça existe encore. D'ailleurs, ça existe dans beaucoup de démocraties occidentales et européennes. Mais moi, je ne suis pas dans cette idée qui consisterait à être négatif, non pas par naïveté,
mais parce qu'on est dans un moment, en tant que responsable politique, soutien du candidat Macron, c'est aussi ma responsabilité, où il faut qu'on explique ce qu'il y a de positif dans un projet, sur l'écologie, sur la jeunesse, sur l'école, sur l'Europe. Donc moi, je rejette le projet de Marine Le Pen. Je vais essayer d'expliquer, merci de m'en donner l'occasion, pourquoi sur certains éléments fondamentaux, notamment l'Europe. Mais j'adhère au projet d'Emmanuel Macron. On est dans un deuxième tour d'élection présidentielle. C'est le choix de l'essentiel. Et donc, évidemment, il y a un choix parfois difficile à faire. Il y a des gens qui vont voter, j'espère massivement, pour Emmanuel Macron, en n'adhérant pas à 100%, peut-être même pas à 70 ou 80% de son projet. Vous nous rappelez que c'est un choix relatif. Un bien mot sûr, mais avant d'accueillir. C'est très important parce que dans une démocratie, j'entends quelques étudiants, on a parfois un peu monté en épingle les choses, mais qui disent ni. Ça n'existe pas ni dans une démocratie. Il y a des gens qui nous dirigent. Quand il y a des gens qu'on n'a pas choisis... Certains disent que ne pas choisir, c'est choisir aussi. Mais ne pas Comme choisir, disait Sartre d'ailleurs. Oui, bien sûr, ne pas choisir ou ne pas vouloir se salir les mains, c'est en fait refuser le jeu démocratique. Moi, vous savez, j'ai voté pour la première fois une élection présidentielle, je m'en souviens très bien, il y a 20 ans exactement, en 2002. J'avais voté pour Lionel Jospin au premier tour. On sait ce qui est arrivé. J'ai voté pour Jacques Chirac sans la moindre hésitation au deuxième tour. C'était pas mon favori, c'était pas mon candidat, mais je savais que j'avais beaucoup plus en commun avec ce qu'il proposait à l'époque qu'avec le père Le Pen. Bon, eh bien, je sais que c'est difficile de ne pas avoir toute la satisfaction politique qu'on souhaite. Il y aura d'autres échéances. Mais ne pas agir, ne pas participer, ne pas vouloir, si je puis dire, se salir les mains au sens philosophique du terme, c'est refuser la démocratie. Et on en a crucialement besoin dans notre monde. Vous allez peut-être pouvoir défendre, en tout cas, vous défendre d'une accusation qui a été formulée par Dominique de Villepin. Vous connaissez bien, enfin en tout cas, c'est un ancien ministre, vous êtes au Quai d'Orsay, il l'a été aussi, on s'en souvient bien. Brigitte Boucher et Tam Tranui vont vous interroger sur le projet. Voilà ce qu'a dit Dominique de Villepin. Je vais voter Emmanuel Macron. Mais alors, il adressait un réquisitoire terrible en disant que Emmanuel Macron, c'était le risque d'effritement social, de dévoiement social, diplomatique ou culturel, s'il était réélu. Des soutiens comme ça, vous en seriez passé ou pas ? C'est manifestement pas un soutien d'adhésion, il le dit lui-même. Ouais. Donc moi, je ne partage pas son diagnostic. J'espère qu'on va en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très positives, notamment sur la justice sociale, dont on a beaucoup parlé, le renforcement de notre hôpital public et de beaucoup de services publics. J'y crois profondément. Dominique de Villepin a le droit de ne pas adhérer. Mais il fait exactement ce que je décrivais, c'est-à-dire qu'il prend ses responsabilités. Il est un citoyen libre, il n'est pas sur une position politique. Au final, évidemment, dans une démocratie. Et après, la vie démocratique continue par des élections parlementaires, par un certain nombre de droits d'expression, dans le respect des règles et de la collectivité. Mais quand vous voyez ce qui se passe à nos portes, ne pas se servir de la démocratie, je crois que c'est une faute. Alors, Tam et Brigitte, on va justement parler de la question sociale. Et c'est vous, Tam, qui commencez avec les retraites. Et oui, les retraites, la retraite à 65 ans, c'est l'une des mesures symboles qu'on a retenues, notamment avant le premier tour. Emmanuel Macron parlait de retraite à 65 ans en 2030. On l'a entendu parler dans l'entre-deux tours maintenant de retraite à 64 ans en 2027. Est-ce que ce n'est pas un faux recul ? Non, alors, il a expliqué, je crois, précisément les choses. Si je peux préciser les dates, il parle d'une clause de rendez-vous en 2028. Bon. Quelle est la logique ? La mesure et sa logique de fond. C'est de repousser l'âge légal par tranche de 4 mois par année qui va venir. Oui. Et donc, si on commence en 2023... le temps de voter cette réforme si Emmanuel Macron est élu et si le Parlement a cette majorité, ça fera, à partir des 62 ans actuels, un âge légal qui atteint 64 ans, si mes calculs sont bons, en 2028, à peu près 6 ans plus tard. Et il a dit, il faudra sans doute aller jusqu'à 65, mais il y aura une clause de rendez-vous pour évaluer le système, notamment sur le plan de son équilibre financier. On ne fait pas ça pour le plaisir, on fait ça pour assurer le financement du régime des retraites, des avancées sociales supplémentaires, j'y tiens beaucoup, je crois que c'est très important dans le programme, notamment revaloriser les petites pensions à 1 100 € minimum, et prendre en compte, parce qu'on va différencier aussi... Mais du coup, rien ne change alors. Pourquoi rien ne change ? En fait, on a d'abord retenu 65 ans. Pourquoi avoir mis d'abord l'accent sur 65 ans et puis 64 ans ? C'est bien que c'est parce que c'est une mesure difficile, impopulaire. Non, mais quand on dit que rien ne change, c'est que le calendrier n'a pas changé. Qu'est-ce qui change quand il a dit « j'entends et on va pouvoir négocier » ? Qu'est-ce qui est à négocier ? Puisque ça, c'était déjà dans le texte initial. Il y a une focalisation sur ce paramètre des 65 ans. Ce qu'a dit Emmanuel Macron en se déplaçant à Denain dès la semaine dernière et tout au long de la semaine, c'est d'abord regardons la réforme dans son ensemble telle qu'elle avait été conçue dès le départ avant le premier tour. Parce qu'il n'y a pas que les 65 ans. Il y a la pénibilité des carrières longues pour des gens qui auront commencé à travailler tôt,
Il faudra là-dessus une négociation sociale. Voilà, justement, les critères de pénibilité. Pardon, je finis parce que c'est très important d'avoir la vision complète. On ne l'a pas assez eu, je crois. Ça, c'est très important. C'était dès le départ dans le projet, mais ça n'a pas été vu. Pas assez bien expliqué, peu importe, il faut le dire. Et puis, revaloriser, j'insiste beaucoup, parce que c'est aussi pour ça qu'il faut travailler davantage au total, financer mieux les petites pensions, passer de 980 € de minimum aujourd'hui à 1100 €. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est que la réforme, ce n'était pas 65 ans tout de suite, comme ça avait pu être dit ou compris. C'était sur une période longue, d'une dizaine d'années, que c'est donc 4 mois par an pour repousser l'âge légal, et qu'il y aurait une clause de rendez-vous, il peut y avoir un peu de souplesse sur ce paramètre, à 64 ans, atteint en 2028. Voilà ce qui est la cohérence complète du projet et cette modalité de rendez-vous en 2028. Parlons de la pénibilité. Vous avez supprimé en 2018 4 critères de pénibilité. Est-ce que vous allez les remettre après les avoir supprimés? Quels sont les critères qui vont être retenus? Je ne peux pas vous dire les critères exacts puisque c'est précisément là-dessus qu'on veut faire une négociation, notamment avec les organisations syndicales et patronales. Pourquoi il y avait eu suppression des critères précédents de pénibilité au début du mandat? Parce que de l'avis général, c'était une usine à gaz. Les syndicats eux-mêmes souvent disaient on ne sait pas comment ça marche. Des personnes qui s'apprêtaient à prendre leur retraite ou qui se projetaient dans leur retraite ne savaient pas comment ça marchait, qui avait droit, qui n'y avait pas droit. Est-ce que c'est une raison pour les supprimer complètement? Et parce qu'on n'était pas dans une réforme globale des retraites. Bon, vous n'avez pas totalement échappé qu'on a essayé d'en faire une, que c'était une des possibilités dans la négociation qui s'était ouverte après le blocage de la réforme proposée par Édouard Philippe. Maintenant, on remet les choses avec un choix démocratique qui est celui de la présidentielle sur la table. Et donc, ça fait partie, parce que là, je crois que c'est juste, sinon ce ne serait pas juste, de prendre en compte, oui, les carrières longues et oui, la pénibilité. Il faudra trouver autre chose que des critères trop compliqués qui ne protégeaient personne que ceux qui avaient été mis en place avant. Est-ce que vous remettez en cause tous les régimes spéciaux? Alors, les régimes spéciaux, oui, ceux qu'on connaît aujourd'hui, ils seront remis en cause pour les intégrer dans un système général. Ça ne veut pas dire, parce qu'il faut être précis sur le langage qu'on emploie, toutes les situations particulières. D'abord parce qu'il y aura encore une fois carrière longue et pénibilité à prendre en compte. Ce n'est pas lié à un employeur particulier ou un métier spécifique ou un statut. Et puis, il y a des situations particulières, on l'a déjà dit dans la campagne, j'y insiste, par exemple, les personnes en situation de handicap, elles ont un droit à la retraite à 55 ans aujourd'hui, on le préservera. Donc, il y a des spécificités qui seront bien sûr prises en compte. Alors Emmanuel Macron s'est dit prêt à revoir l'attribution de l'AAH, c'est l'allocation adulte handicapé. Elle serait individualisée alors qu'aujourd'hui elle dépend des revenus du conjoint. Pourquoi cette volte-face alors que le président a toujours dit non pendant tout le quinquennat? Alors, pourquoi ça n'avait pas été fait? Dans une logique, je puis dire un peu rapide peut-être, de justice fiscale, de justice dans les revenus. Quand une personne en situation de handicap est mariée à une autre personne qui n'est pas dans cette situation, peu importe, qui gagne très bien sa vie, il n'est pas complètement illogique de se dire l'allocation est pour aider financièrement une personne qui a des difficultés d'accès à l'emploi ou autre. La situation du couple permet de faire face à ces difficultés. Ce qu'a entendu, et je crois que c'était dit avec émotion, il faut aussi l'entendre dans ces moments-là, sur le plateau de vos confrères de France Info, je crois, vendredi, face au candidat Emmanuel Macron, c'est qu'il y a des gens qui disaient c'est pas une question de revenus, c'est pas une question un peu comptable de justice fiscale, c'est une question de dignité. La dame, je crois, toutes les oppositions lui ont dit pendant 5 ans, les Républicains, le Parti communiste ont fait des propositions de loi. Toute l'opposition était contre la majorité. Oui, et là, il cède parce qu'il est devant une personne en situation de handicap. Je ne dirais pas qu'il cède. Il a entendu un argument qu'il a peut-être, je crois qu'on doit avoir sa cohérence. Alors il est bien éloigné des réalités quand il est à l'Élysée? Non, il n'est pas bien éloigné des réalités. L'allocation adulte handicapé, elle a été significativement revalorisée. On ne peut pas résumer la protection des personnes en situation de handicap, leur accompagnement pour d'autres à l'école, pour les plus jeunes générations, à cette seule question. Mais oui, il y a eu, vous savez, c'est comme ce qu'on vient de discuter sur les retraites, tout en gardant sa cohérence et son fil rouge, quand il y a des incompréhensions, quand il y a des choses qui même peut-être sont rationnelles, mais suscitent chez les personnes qu'on essaie de protéger ou d'accompagner une colère, un malaise, un malentendu, il faut entendre aussi. Mais l'émotion d'Emmanuel Macron, ça va suffire à tenir une promesse sur un quinquennat? Mais c'est l'émotion? C'est pas simplement l'émotion, point à la ligne. C'est une discussion qu'il y a eu, un engagement qu'il a pris en tant que candidat. Et donc, il y aura, s'il y a une majorité parlementaire qui va dans ce sens, un ajustement législatif. On a du mal à voir autre chose qu'une mesure clientéliste. Ou électoraliste. Pardon, mais je découvre la politique depuis peu de temps, mais il y a une chose que je vois assez bien, c'est que soit vous n'écoutez jamais, vous ne changez jamais d'avis. Et on vous dit que vous êtes fermé. Avant, mais peut-être, je veux bien battre ma coulpe et dire qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire mieux, plus tôt, les entendre plus facilement. Je crois que la cohérence d'un projet social, économique, politique, on l'a.
qu'il y ait sur des sujets, non pas à la marge, mais importants, sensibles, des corrections. Je crois que ça fait aussi partie d'un projet politique, surtout dans un second tour. Où dans un second tour, on a entendu des critiques, on peut les trouver injustes quand on est responsable politique et qu'on a l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, mais peu importe, c'est pas notre ressenti qui compte, c'est aussi celui des Français. On a entendu dans un deuxième tour qu'il y avait des projets plus sociaux, plus à gauche, plus écologistes, etc., qui avaient été soutenus par un certain nombre de millions de Français. Il faut l'écouter et l'intégrer aussi. On retient ce que vous dites, c'est une correction. Maintenant, on va parler de l'Europe. La législation actuelle, on va parler de l'Europe, votre portefeuille, et puis un sujet clivant dans cette campagne. Marine Le Pen dit qu'elle va changer l'Europe de l'intérieur, qu'elle va convaincre en allant à Bruxelles. Vous dites que c'est impossible de changer les règles. Mais est-ce que vous n'avez pas... Qu'est-ce que vous dites alors? Pardon, je vous laisse finir, mais je ne dis pas que c'est impossible de changer les règles. D'accord. Parce que elle dit qu'elle va pouvoir changer la contribution, par exemple, de la France au budget de l'Union européenne. Jusqu'ici, La République En Marche dit que ce n'est pas possible de négocier ça comme ça. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas, vous, réussi à faire changer justement des choses en Europe, l'Europe de la défense, les GAFA, même si ce n'est pas complètement arrivé à terme, sur la taxe carbone, par exemple? Donc, est-ce que ce n'est pas possible justement de faire changer la contribution de la France au budget de l'Union européenne, par exemple? Changer l'Europe, c'est notre bilan et c'est notre projet. Casser l'Europe, c'est celui de Mme Le Pen. Pourquoi ? Parce que moi, je dis jamais qu'il n'y a pas d'alternative. Je dis jamais qu'il n'y a pas de choix démocratique. Les Français peuvent choisir Marine Le Pen et Marine Le Pen peut avoir ce projet-là. Simplement, je dis, il faut montrer avec transparence, honnêteté, cohérence, c'est qu'est ce projet. Comment ça marche? Nous, on a dit, par exemple, il y a 5 ans, un seul exemple sur le travail détaché, dumping social en Europe. On va créer des coalitions, on va se battre, on va hausser le ton. Ça arrive aussi dans les négociations européennes. C'était le premier conseil européen d'Emmanuel Macron. On a obtenu 3 mois plus tard une réforme du travail détaché parce que moi-même, le président de la République, s'est déplacé en Europe, a construit des alliances, a fait des compromis. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Madame Le Pen, elle ne dit pas ça. Elle dit, je vais aller à Bruxelles, et alors on contribue tous à un pot commun qui est le budget européen, on l'a négocié il y a 2 ans, elle dit, je vais rouvrir la négociation. Elle dit d'ailleurs, même pas tout à fait ça, elle dit, je vais baisser de 5 milliards d'euros, point barre, la contribution française. Il y a d'autres pays qui souhaitent la même chose. Mais d'abord, c'est toujours plus sympathique de moins payer et de plus recevoir, ça, d'accord, mais après, il y a la vraie vie, quand vous êtes en collectivité, la France est une collectivité, l'Europe est une collectivité de démocratie souveraine, il faut discuter avec les autres. Mais ça ne peut pas être renégocié? Mais si, mais très bien. Donc Madame Le Pen, j'essaye de comprendre son plan, moi aussi. C'est pas toujours clair. Elle dit, le lendemain, je vais à Bruxelles. Déjà, on a un peu changé de tonalité. Et je vais dire, je veux payer moins au budget européen. Très bien. Donc, soit vous avez des alliés. Bon, pour l'instant, les alliés de Mme Le Pen, ça se résume à M. Orban. Elle confond soit la carte, soit les numéros de téléphone, puisqu'elle a dit que le Premier ministre slovaque était son allié. Il a fait un tweet pour dire qu'il n'avait rien en commun avec Mme Le Pen. Donc elle a peu d'alliés, vous reconnaîtrez ce fait. Bon, Viktor Orban en est un, en tout cas. Très bien, ça fait 2 sur 27, donc on commence difficilement la négociation. La négociation, par ailleurs, elle a eu lieu il y a 2 ans, donc ce n'est pas le truc le plus facile à changer. Soit elle dit, il faut qu'elle précise cela, le débat, on sera peut-être l'occasion. Eh ben, s'ils ne m'entendent pas, c'est pas grave, je ferai moi-même. Mais très bien, si elle fait elle-même, si elle dit je fais moins 5 milliards sur mon chèque, vous croyez que l'Allemagne ne fera pas pareil? Vous croyez que l'Italie ne fera pas pareil? Et on fait quoi? Donc c'est quoi? C'est l'implosion de l'Union européenne? Ça veut dire soit elle respecte les règles, elle renégocie, mais c'est une inflexion très significative, ça veut dire simplement qu'elle veut s'inscrire dans la démocratie européenne, qu'enfin ces députés européens vont bosser au Parlement européen et voter des textes, qu'elle va négocier avec le chancelier allemand et d'autres et obtenir des compromis. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça que tant mieux si elle plébiscite notre projet. Changer l'Europe de l'intérieur, c'est nous qui le faisons. Mais si elle dit mes alliés, ils n'existent pas, ça sera Viktor Orban, c'est un peu court. Je vais décider toute seule, ça, c'est là que je dis qu'il y a un Frexit caché. Parce que décider tout seul, sans renégociation, en s'affranchissant des règles communes, c'est comme quand vous vivez dans une copropriété, dans une commune, dans une démocratie. Eh bien, vous sortez, sans le dire, de la collectivité. C'est tout. Moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'elle veuille le Frexit, mais qu'elle le dise. Une autre mesure, Jordan Bardella dit que Emmanuel Macron attend le 2e tour de l'élection présidentielle pour que l'Union européenne annonce finalement l'embargo russe sur le pétrole. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds d'abord, puisqu'il a cité un article du New York Times, tout par de là. Il dit que l'Union européenne attend effectivement il dit aussi qu'il y a un grand danger du Rassemblement national, mais il a pris un bout du journal qui l'intéressait. Bon. Monsieur Bardella, qui est député européen, c'est quand même extraordinaire. Il ne sait pas que ça fait plus d'1 mois que ce sujet est sur la table du Parlement européen et des États membres. Donc, aller crier au complot quand on ne fait soi-même pas son travail d'information et de transparence démocratique, c'est un peu inquiétant. Ce que vous dites, c'est possible. L'embargo russe est possible et même souhaitable pour vous. Je viens sur le fond. Depuis le sommet de Versailles, qui avait lieu en mars en France sous présidence de l'Union européenne, il y a cette option. Bien sûr, pourquoi ?
parce que nous mettons des sanctions très dures que le Rassemblement national a toujours refusées contre la Russie, les oligarques des secteurs économiques. Nous avons fait ça par étapes. Il y a 4 paquets de sanctions, peu importe exactement, mais c'est important. Et vous voyez bien malheureusement qu'on vit encore une situation affreuse en Ukraine, que la Russie intensifie les frappes. Et donc, il y aura sans doute de nouveaux trains de sanctions. Ça se décide à l'unanimité des 27. Donc, le président ou la présidente de la République française aura son mot à dire le moment venu. Le calendrier n'a aucun rapport avec l'élection présidentielle. D'abord parce qu'il y a 27 pays. Si on attendait les élections de chacun, on ne travaillerait jamais. Et puis parce que des sanctions, on en a prises, y compris quelques heures avant le premier tour. La France plaidera pour ça, justement. Et oui, nous pensons que c'est une des options. C'est pas décidé, mais c'est une des options qui directement le pouvoir d'achat. Dernière question, il reste une minute. Pardon, c'est très important. Toutes les sanctions impactent le pouvoir d'achat. On le voit déjà sur les prix alimentaires. C'est pour ça qu'on prend un bouclier de protection, même si les prix de l'énergie avaient commencé à augmenter indépendamment de la guerre. C'était déjà un mouvement amorcé. Donc oui, on est ferme, contrairement au Rassemblement national, contre M. Poutine, parce que c'est l'horreur qui se passe en Ukraine. Donc un peu de décence, un peu de cohérence, mais bien sûr nous protégerons, quelles que soient les mesures, qui ne sont pas encore en l'occurrence décidées, quelles que soient les mesures, le pouvoir d'achat des Français par des mesures comme on l'a fait sur la baisse. Une ultime question, je vous demande d'être très très bref dans la réponse. Vous défendiez les critères de Maastricht en 2017, on vous entend moins sur cette question-là en 2022. Est-ce que vous avez changé d'avis? Est-ce que vous êtes prêt à laisser filer un peu la dette et le déficit? Alors, je conteste un peu le postulat parce que je travaillais pour un ministre de l'économie il y a quelques années qui s'appelait Emmanuel Macron et qui avait dit les 3% sont stupides. Il faut des règles budgétaires, mais ça fait longtemps qu'on porte leur révision et qu'on dit même qu'il faut casser l'orthodoxie européenne sur certains sujets en créant une dette commune. C'était un objectif quand même au début du quinquennat. Au début du quinquennat, on était très proche des 3% et c'était dans le programme, c'était assumé. On a dit en 2017, il faut tenir l'objectif de 3%. C'est une question aussi, je l'assume, de crédibilité, pas seulement pour faire plaisir à Berlin ou à Bruxelles, mais pour la tenue de nos comptes. Et en période de crise, c'est aussi parce que nous avons réduit la dette et le déficit avant qu'on a pu faire le quoi qu'il en coûte. Mais sur le... Maintenant, on a 600 milliards de dettes en plus sur le quinquennat. Oui, mais je crois que c'était nécessaire. Et on a pu, avec une signature sur les marchés financiers en empruntant à taux bas, le faire parce qu'on avait maîtrisé les déficits avant. Du coup, l'objectif, c'est 60% de dette et 3% de déficit. Alors ça, ce sont les règles actuelles. Ce qu'on dit, c'est qu'il faudra sans doute... Maintenant, il y a la guerre en plus qui, sans doute, nécessitera des mesures économiques importantes dans les semaines qui viennent. Oui, réviser le pacte de stabilité et de croissance. Je ne crois pas tellement au totem du 3% et du 60%. Je pense que c'est plutôt, sans être trop technique, des règles de rapidité du retour à ces grands équilibres qu'il faut ajuster, changer et surtout, dégager des marges de manœuvre, peut-être en dehors de ces seuils, pour l'investissement, notamment dans la transition écologique. Merci beaucoup Clément Beaune. Pas facile de toujours d'être synthétique sur des questions techniques. Merci Brigitte, merci Tam. Une question avant d'accueillir Yves Tréhard. Il y a un décret paru aujourd'hui au journal officiel qui déchaîne les oppositions, notamment celle du Rassemblement national, et qui prévoit la suppression du corps diplomatique. Alors, il y aura désormais un vivier de fonctionnaires, si je puis dire, c'est pas très heureux, mais c'est comme ça, de hauts fonctionnaires qui ensuite seront affectés à un certain nombre d'administrations. Votre entrée est théâtrale, bonjour Yves. Alors, à quelques jours, c'est ce que dit Marine Le Pen, à quelques jours, Emmanuel Macron veut remplacer des serviteurs de l'État impartiaux par du copinage. Est-ce que c'est ça, effectivement? Est-ce que ce seront des nominations à discrétion de celui qui gouverne? Mensonge grossier. Les règles de nomination, par exemple, de nos ambassadeurs, elles sont fixées par la Constitution. Elles ne changent en rien. En rien. Nous avons transformé l'ENA en un institut national du service public, recrutement par concours. Tous nos fonctionnaires sont recrutés par une voie méritocratique, celle du concours, diplomate ou autre. Je suis haut fonctionnaire, je suis passé par cette voie, j'y tiens beaucoup et cela restera, en changeant un peu les épreuves, mais cela restera. Ce que fait simplement ce décret, c'est qu'il casse des petites boîtes dans lesquelles on range les hauts fonctionnaires. Quand vous êtes dans un ministère, aujourd'hui, notamment le Quai d'Orsay, vous ne pouvez pas aller facilement dans un autre ministère travailler quelques années. Donc les situations sont figées, il n'y a pas de mobilité. Et réciproquement, quand vous venez du ministère des Finances, c'est très difficile d'aller au ministère des Affaires étrangères. La seule chose que ça change, c'est plus de fluidité, de mobilité dans les carrières des hauts fonctionnaires. En gardant les règles de nomination, en gardant le concours, aucun copinage, rien ne change à cet égard. Entendre ça de la part de Mme Le Pen, qui a créé une structure familiale où c'est connivence et copinage à tous les étages, c'est quand même un peu fort de café. Il n'y a pas que Marine Le Pen, mais ça a l'air de déranger quand même et il y a toujours des ordres établis. Il y a toujours des routines et des habitudes. Parfois, les gens aiment mieux rester dans l'administration qu'ils connaissent. Je l'ai vécu aussi comme fonctionnaire. Mais il faut, je crois, dans l'intérêt collectif et dans l'intérêt des hauts fonctionnaires, avoir aussi de la mobilité, de la respiration dans sa carrière. Yves
Tréhard, c'est à vous. Bonjour Elisabeth, bonjour Clément Beaune, et pardon pour le bruit de mon entrée. Samedi, le président de la République était en campagne à Marseille, et alors on a écouté un discours d'un écologiste convaincu, et on s'est dit, tiens, mais il y a un virage écolo là, destiné à plaire à l'électorat de M. Mélenchon, qui est un peu évident. Alors moi, je ne crois pas au virage écolo, si vous me permettez cela. Il y a un discours écologique très engagé à Marseille, tant mieux, je crois que c'était nécessaire, mais je crois que le président a ressenti aussi... Pourquoi maintenant ? Parce qu'on voit bien que c'était une des préoccupations, notamment, pas seulement l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais de la jeunesse en France. Et on entend, moi je l'entends tout le temps, cette critique, vous n'avez pas fait assez, vous n'allez pas assez vite, vous n'êtes pas assez écolo, ça je l'entends. Mais ce qu'a dit le président et le candidat d'ailleurs, c'est défendre un bilan. Je ne vais pas être trop long, mais quand même, c'est très important. Moi, je m'occupe des affaires européennes. Oui. On est le pays, et ce n'est pas un objectif de papier, qui a conduit l'Europe à adopter la neutralité en émissions de gaz à effet de serre, la neutralité carbone en 2050. Aujourd'hui, on l'intègre dans tous nos secteurs économiques. Que cette jeunesse dont vous parlez, elle fait le reproche justement à Emmanuel Macron aller assez vite, d'avoir un bilan nul sur le plan écologique. Et notamment cette convention citoyenne qui avait été un des grands espoirs après l'affaire des Gilets jaunes, et bien finalement ça a été un flop total, un gadget complet, parce qu'il n'a pas respecté sa promesse. Mais pas du tout. Cette convention... Ça a été vu comme ça. Peut-être, mais à nous d'expliquer. Je pense que ce qu'on n'a pas assez fait, pour être très clair, c'est d'expliquer, de dire ce qu'on avait fait. Qui sait qu'on a la première loi en Europe, c'était la loi portée par Brune Poirson, membre du gouvernement à l'époque, sur l'interdiction du plastique à usage unique, sur la lutte contre le gaspillage, sur le recyclage automatique de certains produits. Une tellement belle loi qu'elle a été remerciée, son auteur. Je ne crois pas que ce soit la raison. Peu importe, cette loi, elle existe aujourd'hui et c'est ça qui compte au-delà des personnes. La loi climat-résilience, on peut dire c'est pas parfait, c'est pas assez, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien, pas du tout. L'interdiction des passoires thermiques. C'est ce que disent les associations, par exemple. Je crois qu'elles ne disent pas qu'il n'y a rien, mais je le dis aussi pour nous, on n'a pas assez défendu, incarné ce bilan écologique. Je le dis, avoir été... Vous avez un regret donc. Mais je ne vais pas vous dire que tout est bien. Le départ de Nicolas Hulot, par exemple. Non, mais ce n'est pas une question de personne, je crois. Qui sait aujourd'hui ce qu'on a fait ? 4 ministres de l'écologie, quand même. C'est pas le sujet. En 5 ans. On est beaucoup sur les affaires européennes et j'espère qu'on a fait des choses bien. Oui. Donc, ce n'est pas la question du casting. Soyons sur le fond. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur l'interdiction de grands projets contraires à l'environnement. Notre-Dame-des-Landes, EuropaCity, ce n'est pas des petites choses. Il a fallu expliquer les conséquences sociales. Le candidat Macron l'a rappelé samedi. Quand on est en Europe les premiers à dire qu'on est neutre en carbone en 2050, aujourd'hui, on va être le premier continent à interdire les véhicules thermiques. Ce n'est pas des petites choses. Ça transforme complètement notre industrie automobile. Où est-ce que vous allez trouver ce Premier ministre extraordinaire qui a une fibre environnementale, écologique et qui va en même temps être en charge de ce programme, cette planification écologique. C'est pas un vocabulaire qu'on a beaucoup qu'on entend beaucoup dans la bouche du président de la République. Sauf c'est plus libéral que ça, quand même. Hein. Alors, vous qui êtes un observateur attentif, M. Tréhard, vous avez noté ou lu, puisque c'est écrit noir sur blanc dans le programme produit avant le premier tour, que l'idée de planification écologique était déjà présente. Ça ne date pas du sort de Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais ça ne date pas du soir du premier tour. C'est important. Et il y a en effet, au-delà du bilan que j'essayais en quelques mots de défendre, il y a des projets très importants, 50 parcs éoliens en mer, 10 fois la puissance solaire installée aujourd'hui en Europe, pour être justement sur cet objectif de neutralité carbone. La personne qui l'incarnera, je ne le sais pas, comme je ne sais pas quel serait le détail, il appartient seul. Ce sera quoi, un super non. Je n'ai pas de nom à donner. Si j'en avais d'ailleurs dans ma tête, je donnerais conseil au candidat au président. Je ne vais pas rentrer. Mais le président, lui, en a déjà J'en sais rien du tout. Ah bah j'espère que. Parce que c'est pas simple de trouver un Premier ministre, un homme ou une femme du niveau d'un Premier ministre et qui en plus soit écologiste dans l'âme. C'est amusant, la fonction de Premier ministre est difficile. C'est difficile de trouver quelqu'un de bien. Mais ce n'est pas parce qu'il y a l'écologie en plus qu'on a l'impression que ça n'existe pas des gens qui s'engagent pour l'écologie. Aux élections européennes, on avait en numéro 2 de la liste M. Canfin, qui avait été ministre du gouvernement Hollande, qui est un grand écologiste engagé, qui a des responsabilités très importantes au Parlement européen. Donc il y a des gens qui s'engagent. Est-ce que vous avez vu cette consultation qui a été conduite par M. Mélenchon auprès de ses votants? On s'aperçoit finalement que les 2 tiers de ceux qui ont voté pour lui ne comptent pas du tout, comptent voter nul ou s'abstenir. Il n'y en a qu'un petit tiers qui irait voter pour M. Macron. D'abord, on va être bref pour une question de temps de parole, ce serait génial. On verra. Moi, notre boulot, le mien, celui du candidat Macron, c'est de convaincre ceux qui ont voté Mélenchon
ou pour d'autres d'ailleurs, de voter pour nous. Et l'écologie en fait partie parce qu'à l'inverse, Mme Le Pen, c'est démanteler les éoliennes, c'est jeter les accords de Paris, c'est sortir du Green Deal européen qui nous met sur la trajectoire des accords de Paris. Donc c'est le climato-scepticisme à la Trump complet. Merci. Marine Le Pen est climato-sceptique, ce sera sans doute un des angles d'attaque d'Emmanuel Macron mercredi soir. C'est très clair. Elle est contre toutes les règles européennes qu'on est en train de mettre en place. Et elle a parlé de gourou et de sacro-sainte COP21 qui a créé les accords de Paris. C'est dire le respect qu'elle a pour ces accords. Merci Clément Beaune d'être venu ce soir défendre le programme d'Emmanuel Macron. Bonne soirée. Merci. Yves, on vous retrouve dans un instant. Merci. Vous allez être maintenant remplacé par la représentante du Rassemblement national, Laure Lavalette. Merci encore à vous. Merci à vous, Elisabeth Martichoux. À bientôt sur la chaîne parlementaire. Merci à vous d'être là ce soir. Vous êtes conseillère régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur, porte-parole de Marine Le Pen, finaliste de cette présidentielle 2022. Vous remplacez, et je vous en remercie, au pied levé, Philippe Ballard, qui devait être là ce soir et qui a été convoqué, nous disait-il, pour préparer le débat de Marine Le Pen, puisqu'il fait partie de l'équipe qui prépare ce débat avec Marine Le Pen. Il y a un peu de fébrilité dans l'entourage de Marine Le Pen pour ce débat? Non, pas de fébrilité, on est prêt. Marine Le Pen, vous savez, s'y prépare depuis 5 ans maintenant, je crois. Elle a enjambé, après avoir trébuché un peu en 2017, elle le dit elle-même, qu'elle a déçu un peu le peuple français. Vous savez, chez Karine Le Marchand, elle avait dit « Est-ce que vous avez déjà déçu quelqu'un que vous aimiez ?» Et je pense que depuis, elle n'a de cesse de faire un bon débat. Je pense qu'elle est prête, elle est sereine, à l'image en fait un peu de sa campagne depuis le mois de septembre sur le terrain. C'est vrai qu'elle dit toujours qu'elle est sereine. Ça se voit, je trouve. L'écart est faible dans les sondages, mais il est constant. Il n'y a pas un seul sondage qui a donné Marine Le Pen gagnante à ce stade de ce second tour. Elle serait battue dimanche. Vous allez pouvoir compenser ce retard? Je pense, ouais. Et puis je pense que le débat, justement, va être une bonne vitrine pour montrer nos deux projets qui sont tout à fait différents. En fait, que le Français se rende compte que d'un coup, j'allais dire, il y a deux camps qui se sont dégagés de cette élection présidentielle, comme en 2017 d'ailleurs, avec les mondialistes d'un côté, ceux qui sont pour une mondialisation, une immigration peu maîtrisée, une mondialisation sauvage. On va en parler. Et de l'autre côté, des souverainistes qui sont attachés à la nation, qui pensent que la nation protège, qui sont attachés à leurs frontières. Et c'est vrai que c'est deux sujets, deux projets totalement différents. À quoi êtes-vous vraiment attaché, justement? La question commence à se poser parce que, par exemple, sur la question du voile, il y a un changement de pied à 8 jours du second tour. Marine Le Pen disait encore vendredi matin que c'était une réforme essentielle que d'interdire le port du voile dans l'espace public. Elle avait dit que c'est une réforme essentielle. Et puis, samedi, interpellée par une grand-mère voilée, elle a répondu qu'elle n'était pas obtuse. Et on croit comprendre maintenant que, finalement, ça pourrait être discuté par le Parlement et peut-être décrété, peut-être à un moment du quinquennat, mais ce n'est pas l'urgence. Est-ce que Marine Le Pen interdit le voile, le port du voile sur la voie publique? Madame Martichoux, je vous dis oui. Je vous dis oui. Alors, c'est un marqueur, c'est une des mesures, vous savez, du bouquet de cette loi. Je rappelle aux gens qui nous écoutent que Marine Le Pen a un projet qu'elle va faire voter par référendum sur l'immigration, la maîtrise de l'immigration, savoir qui va pouvoir rentrer sur notre sol, qui pourra avoir la nationalité, la fin du droit du sol, le regroupement familial. Et à côté de ça, elle a aussi une loi qui a été préparée, notamment avec Monsieur Garot, vous savez, qui a fondé le parquet antiterroriste, pour lutter contre l'islamisme. Et du coup, l'interdiction du droit du voile est un des éléments, un des faisceaux avec lesquels nous allons lutter contre l'islamisme en France. Donc oui, il n'y a pas de faiblissement. C'est un fantasme journalistique de penser... Est-ce qu'il y aura des dérogations à cette loi? Il n'y aura pas de dérogation. C'est pas comme ça que ça va se passer. Vous savez, on n'est pas là... Pourquoi a-t-elle dit à cette dame, elle a laissé entendre à cette dame qu'elle ne serait pas concernée? Non, mais il y aura peut-être un certain discernement. C'est-à-dire, ça m'intéresse. Un discernement parce qu'en fait, je pense qu'il y a une grande différence entre par exemple, les jeunes femmes de 20 ans qui sont voilées, où il y a une certaine revendication, ou alors elles sont voilées un peu contre leur gré. Vous savez quand même, moi j'habite à Toulon, je peux vous dire qu'il y a une cité un peu sensible qui s'appelle La Beaucaire à côté, et on a quand même beaucoup de témoignages de femmes voilées qui nous disent se voiler pour être tranquille, par exemple. Et ça pose un vrai, même au sein de leur famille, vous savez la pression que peuvent mettre. Mais comment vous allez faire la différence? Et effectivement, je pense que quand Marine Le Pen est tombée sur cette... C'est pas une histoire d'âge, je pense que ça sera dans un discernement, mais Madame Martichoux, je vais vous dire... Non, mais ça nous intéresse parce que ça fait partie quand même, comme vous dites, des marqueurs. Un marqueur,
mais c'est pas un marqueur priorité, dont on ne voit pas bien le périmètre d'application, c'est vrai que c'est troublant. Expliquez-moi. Déjà, vous le disiez tout à l'heure, c'est une loi qui va passer dans un processus législatif comme on en a en France. Donc ça va passer à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Assemblée. Cette loi sera sûrement amendée. Et peut-être que ses modalités pratiques véritablement d'application seront peut-être un peu remises. Il n'empêche que... Donc peut-être mais pas du tout, pas du tout. Il n'empêche que nous ne voulons plus de voile dans l'espace public parce que nous pensons déjà que le voile est un peu l'uniforme des islamistes. Vous savez, quand les talibans, par exemple, arrivent au pouvoir, ils voilent les femmes. C'est une de leurs premières mesures. Et il y a aussi un vrai souci, j'allais dire, d'égalité homme-femme. Vous savez bien que c'est un instrument de soumission. Tout ça est entendable et défendable. Mais ce qui est compliqué, ce qui trouble votre interlocuteur, si vous lui dites qu'à la fois c'est très important et à la fois on verra, il y aura des amendements, ce sera un peu, il faut d'abord le référendum, ensuite il faudra une loi. Du coup, on ne sait plus. Non, ça c'est une loi qui sera proposée au Parlement. Le référendum, justement, il est sur l'immigration. Il est sur l'immigration et ce sont deux projets totalement différents. Il y en a un qui va nous permettre de reprendre la maîtrise de nos flux migratoires. Sur quels critères l'interdiction du voile sur la voie publique? Sur le critère de quoi? Sur quels critères? Mais non, mais c'est la volonté politique que nous avons de lutter contre l'islam. Juridiquement, sur quels critères, pardon? Non, mais parce que vous voulez dire un peu sur l'âge, par exemple, vous voulez me demander comment est-ce qu'on va faire. Ah bah, de toute façon, on va faire appliquer la loi. Même sur le fond, on va faire appliquer la loi. Parce que nous considérons que c'est un uniforme islamiste. Oui, d'accord, mais quel critère juridique? Ça suffit pas. Mais une fois que ça sera dans une loi, Madame Artichaut, que la loi sera votée, on appliquera la loi. Et je ne doute pas que nos l'interdiction sera fondée sur quel critère? Non, mais regardez, je veux dire quand la burqa, par exemple, c'est interdit pour des raisons de sécurité. Et là, je vous l'accorde, mais ça sera de la lutte contre le terrorisme. Là, le voile, c'est pas ça sera la lutte contre le terrorisme parce que l'on considère. Si, ça sera un fondement juridique de lutter. De même qu'on va fermer les mosquées salafistes. Vous savez, il y a 540 mosquées qui ne respectent pas le droit de la République et que l'on va fermer. Je vous pose la question et on va accueillir maintenant Brigitte Boucher et Tam Trinh Nui qui vont vous interroger sur l'Europe et l'économie. Mais est-ce que dans le fond, ce bouger de Marine Le Pen, c'est pas parce que elle s'aperçoit, Marine Le Pen, que ce sera très compliqué de l'interdire? Je pense que la différence de nos opposants et d'Emmanuel Macron, je vais vous dire, c'est qu'on a une volonté politique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce que vous me dites, parce que si on reprend Emmanuel Macron, il a aussi là-dessus changé de braquet, parce que pendant très longtemps, il a été contre le port du voile. Souvenez-vous, c'était une incivilité. Prenez Jean-Luc Mélenchon, qui disait que c'était obscène et un autre adjectif, pas piquer des verres. Donc en fait, c'est plutôt eux, si vous voulez, qui ont fait un rétropédalage. Marine Le Pen a toujours dit qu'il n'y aurait plus de voile dans l'espace public, parce que c'est aussi une appropriation culturelle, justement, de l'islam. Et donc, si vous voulez, encore une fois, c'est un marqueur important, ça n'est pas la priorité. Il ne s'agit pas là, évidemment, Vous avez été très clair. Ni de choquer, évidemment, ni de fracturer. Simplement, nous pensons que nos compatriotes de confession musulmane respecteront la loi. Ce sera peut-être une question abordée au débat mercredi soir. Je vous présente Brigitte Boucher et Tam Trinh Nui. On commence par vous, Brigitte, et on revient justement sur l'immigration. Oui, bonsoir. Alors, la Valette, Marine Le Pen veut en priorité un référendum sur l'immigration pour instaurer la priorité nationale. Or, il y a un consensus des juristes pour dire que ce n'est pas constitutionnel de faire un référendum sans passer par le Parlement. Est-ce que votre programme est d'ores et déjà infaisable? Non, il se trouve qu'avec l'article 11 de la Constitution, il ne vous a pas échappé. Justement, vous savez qu'on ne peut pas faire l'article 11 quand on ne change pas les pouvoirs publics. Alors à ce moment-là, je veux dire, quid du général de Gaulle et de toutes les élections au suffrage universel qui s'en sont suivies? Parce que depuis, il y a une jurisprudence. Ça sera la même chose. Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que la jurisprudence aurait marché, si vous voulez, pour la façon d'élire son président de la République? Ou à ce moment-là, ça voudrait dire que tous ceux qui ont été élus, du coup, ne sont pas... oui, mais vous savez très bien qu'au lendemain de cette proposition, le Conseil constitutionnel va dire non. Donc ça crée une crise institutionnelle à peine être arrivé au pouvoir. Non, je ne pense pas. Et vous savez, ce programme, on ne l'a pas écrit tout seul sur un coin de table de bistrot. On a aussi des juristes, des hauts fonctionnaires qui nous ont aidés à l'écrire. Oui, mais l'ensemble des constitutionnalistes les plus connus de la place de Paris disent le contraire. Mais oui, vous savez, dès qu'on a une idée, en ce moment, c'est quand même assez marrant, surtout entre deux tours. Dès qu'on a une idée, elle est soit pas applicable, soit elle est mal chiffrée, soit... Non, je pense qu'on a la volonté politique et justement de faire voter ce référendum qui sera une façon pour les Français de reprendre en main leur politique migratoire alors qu'on ne leur a pas posé la question depuis une quarantaine d'années. Et justement, c'est un bouleversement et je pense que ça va être une grande différence de projet avec Emmanuel Macron. Sauf que vous allez un peu contre notre état de droit aujourd'hui. Je ne pense pas. Je vous assure que ça va très très bien se passer. À moins que vous ayez la volonté politique d'aller contre l'état de droit. Non, on n'a pas la volonté. Non, je veux dire, justement, vous voulez pas un changement de régime, par exemple? Pas du tout. D'accord, parce qu'on y voit presque un coup d'État. Pas du tout. Excusez-moi, est-ce que le général
de Gaulle à ce moment-là, en 62, c'était un coup d'État quand ça a été fait, parce que vous êtes d'accord avec moi. Vous savez que la Constitution a été révisée, mais il y a eu des jurisprudences pour expliquer que c'était pas possible. D'accord, mais avant qu'il y ait une jurisprudence, il a bien fait ça et ça a très bien fonctionné. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Ok. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que votre programme est raciste, car avec la priorité nationale, vous remettez en cause l'égalité des citoyens devant la loi? Là, vous y allez fort quand même. On ne met pas en cause l'égalité des citoyens devant la loi. Il se trouve qu'il y a certaines allocations de solidarité, comme par exemple les allocations familiales, qui sont là pour relancer la natalité d'un pays et qui effectivement ne bénéficieront qu'aux personnes, enfin qu'aux Français ou qu'aux familles dont l'un des deux parents est français. La même chose va se poser pour le RSA ou pour Donc il y a deux catégories de citoyens finalement. Ah bah oui, madame, enfin, il y a les Français et ceux qui ne sont pas français, effectivement. Mais alors vous savez qu'en France, il y a une constitution et il y a l'égalité des citoyens devant la loi, sans distinction de race, et alors, sans distinction la fonction publique, par exemple, de religion. La fonction publique, les gens qui votent, c'est quand même marrant ça. Les gens, il faut être français pour voter. On est à peu près devant le même cas de figure avec les étrangers qui n'ont pas la nationalité française, qui ne peuvent pas voter, et ceux qui peuvent voter. Et encore une fois, mais c'est pas dans notre règle fondamentale, donner la priorité aux Français dans leur pays, leur maison, ils n'en ont qu'une, et ça nous paraît tout à fait normal. Mais même si un étranger travaille et qui paye des cotisations sociales, ça c'est justement ce que vous dites. Quand on paye des cotisations sociales, à ce moment-là, on a des allocations qui sont contributives. Et là, évidemment, bien sûr qu'ils en bénéficieront. De même que pour les allocations de solidarité, comme le RSA ou les APL, si la personne qui est étrangère sur notre sol arrive à justifier de 5 ans équivalent temps plein, il bénéficiera au même titre de ces allocations. Tam. Alors vous prévoyez aussi d'interdire ou de limiter le regroupement familial selon des critères stricts. D'abord, est-ce que c'est interdire ou est-ce que c'est limiter? Alors c'est interdire. C'est interdire. Après, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un cas, 2 cas qui soient absolument terribles, avec lesquels on ne puisse pas moralement arriver à faire ce regroupement familial. Mais non, nous sommes contre le regroupement familial. Je sais que c'est une polémique qui a été pas mal un peu montée, notamment par Éric Zemmour. Non, mais c'est marqué dans le programme. Le problème, c'est qu'il y a marqué les deux. Voilà, il y a marqué interdire, non, mais je vous assure que ou limiter selon des critères stricts. Drastiquement, en ne laissant que très très peu de, j'allais dire de comment. Mais ça pourrait être quoi des cas où on pourrait autoriser le regroupement familial? Je sais pas, des cas dramatiques de personnes malades qui auraient besoin, je sais pas, l'article de la mort, de revoir leurs parents arriver. Enfin, vous nous dites ce soir, c'est interdit. C'est interdit, bien sûr. Mais en fait, vous savez, nous avons aussi un petit cœur quand même. Je veux dire, les autres partis politiques n'ont pas le monopole du cœur. Et effectivement, voilà. Mais sur la si c'est interdit, c'est interdit. Pas beaucoup de cœur. En fait, pas beaucoup de cœur. Non, je suis pas sûre. Je pense que c'est avoir du cœur pour les Français, en fait, pour les gens qui sont déjà là. Il vous a pas échappé qu'un Français sur 4 ne mange pas à sa faim, que les Français renoncent à des soins parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, n'arrivent pas à faire le plein d'essence dans leur voiture. Donc non, je pense que justement, c'est avoir du cœur pour les gens qui sont déjà sur le sol. Là encore, on va pas essayer de rentrer dans exactement le même débat, mais ce droit, il est protégé par la CEDH, par la Constitution, par une directive européenne de 2003, par le droit international avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, là encore, comment est-ce que vous faites? Vous allez voir qu'on va très bien s'en sortir parce qu'encore une fois, on aura de la volonté politique et que ce référendum, une fois qu'il sera voté par les Français, figurez-vous que le peuple est souverain et que justement cette souveraineté, on la retrouve dans notre Constitution et justement les traités européens qui auront, j'allais dire, un esprit tout à fait contraire aux droits souverains ne seront pas appliqués. On va parler de l'Europe tout à l'heure. Votre loi prévoit aussi de conditionner, vous venez d'en parler, les prestations de solidarité à 5 années de travail en France. Équivalent temps plein, voilà. Donc c'est pas forcément 5 ans consécutif. Vous estimez les économies à 16 milliards d'euros. La Cour des comptes, elle, parle de 6 milliards d'euros. Donc, où est-ce que vous trouvez le reste, puisque c'est absolument indispensable? Pas toujours d'accord sur ces... Ah, vous voulez dire où est-ce que je vais trouver l'argent pour financer tout ça? Non, mais la différence entre... il y a quand même 10 milliards il en manque 10. Sur la Cour des comptes, il en manque 10. Il se trouve qu'on n'est pas d'accord sur le chiffrage. J'invite les gens qui nous regardent à aller regarder sur mlafrance.fr où notre programme est tout à fait chiffré. Après, là, pour le coup, ce sont des questions assez techno pour rentrer dans les détails. Il se trouve que nos experts ont chiffré ça à 16 milliards. Et pourquoi vous pensez que la Cour des comptes... Non, mais il se trouve qu'on n'est pas d'accord sur les chiffres. Voilà. Sous-estime, mais vous pourriez... J'en sais rien, vous interroger quand même sur la crédibilité de votre programme quand elle est comme ça. Vous savez, encore une fois, je vous l'ai dit, on l'a pas écrit sur un bout de table, on l'a écrit avec des experts. Et la Cour des comptes non plus. Non, mais sûrement, mais je ne doute pas, écoutez, de la faisabilité et du bon chiffrage de ce programme. Brigitte. Oui, vous voulez baisser la TVA de 20 à 5,5% sur l'énergie. Or, vous savez qu'il faut l'unanimité en Europe pour baisser les taux de TVA. Est-ce que c'est pas du coup une promesse en l'air? Non, c'est pas du tout une promesse en l'air, parce que encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un moment
moment où, si vous voulez, le peuple est souverain. Marine Le Pen va prendre des décisions. Ça va coûter un peu cher, ça. Non, mais là, c'est pas le peuple, c'est les voisins européens. Hein. Non, mais d'accord. Mais en fait, je pense qu'il y aura peut-être un changement de braquet sur la façon dont on va gouverner, mais on aura la volonté politique de faire ça et on le fera. Excusez-moi, on l'avait fait quand même à un moment pour les restaurateurs. C'est l'unanimité, c'est pas juste une question de volonté. On laisse finir les phrases. Souvenez-vous, les restaurateurs, à un moment, on est bien passé de 20 à 5,5 et ça s'est très bien passé. Donc, je ne doute pas que ça fonctionne très bien, encore une fois, et que nous n'aurons pas de bâton dans les roues pour cette mesure de bon sens qui redonnera de l'air aux Français parce qu'on va gagner à peu près 10 € par plein, et sachant qu'on fait. Alors, ça coûte très cher à l'État, mais ça rapporte très peu quand même aux Français. Non, mais 40 € par mois, vous savez, c'est pas rien. Ça coûte 40 € par mois, ça dépend combien de plats on fait. Non, mais là, je prends au minimum, parce que 7 Français sur 10 ont besoin de prendre leur voiture et 7 Français de ces 7 Français-là travaillent à plus de 40 km. Donc, quand on fait tous ces calculs-là, on arrive à peu près à 10 € par plein. Il n'empêche que oui, c'est chiffré, ça vaut 12 milliards. 12 milliards qu'on va aller chercher aussi dans la fraude sociale, par exemple la fraude sociale et fiscale. Vous savez, qui a été chiffrée par Charles Prats entre 14 et 50 milliards par an. Alors, pour se mettre tous d'accord, on n'a qu'à prendre 14 milliards, mais 14 milliards sur un quinquennat, vous allez voir que ça va nous permettre de redonner de l'air aux Français, de rendre cet argent-là aux Français. Alors vous dites, dans la restauration, ça a très bien marché, en tout cas ça a pu se faire. Oui et non, parce qu'en réalité, les restaurateurs n'ont pas appliqué cette baisse-là sur les prix des plats au restaurant. C'est en fait les marges des restaurateurs qui ont été augmentées. Donc là, en fait, comment vous êtes si certain que la répercussion se verra Bien sûr que la répercussion se verra. Et puis, non, ça s'est pas vu, justement. Par contre, il y a une autre répercussion qui va se voir, puisque vous me laissez la parole pour en parler. Vous avez vu quand même que l'Union européenne est en train un peu de camoufler les sanctions sur l'embargo du pétrole russe. Et c'est le New York Times qui a sorti l'article. Alors Clément Beaune a été interrogé là-dessus. Voilà, il n'empêche quand même que ça va faire flamber les prix à la pompe et que l'Union européenne a demandé à ce que ça ne soit fait qu'à partir du 25 avril, c'est-à-dire après la présidentielle, pour que ça n'aille pas dans le sens de Marine Le Pen qui dit qu'on va avoir un vrai souci. Clément Beaune a déclaré que cela avait été négocié. Avec moi, j'imagine. A aussi déclaré que c'était en négociation depuis des semaines et des semaines, qu'il n'y a rien de caché, rien de avouez que le timing tombe assez bien à ce timing, mais que c'était bien la volonté de l'Union européenne, et cela depuis des semaines. Est-ce que la ficelle n'est pas un peu grosse que ça commence le 25, non? Je sais pas. Revenons à une question sur la TVA. C'est pas une mesure qui est finalement antisociale et très injuste. La TVA, ça bénéficie à tout le monde. Vous voulez pas cibler vers les personnes les plus modestes? Non, parce que tout le monde, je veux dire, tout le monde a droit à avoir sa TVA qui baisse. Je veux dire, je me souviens très bien, il y avait un candidat qui disait qu'il allait faire ça simplement, vous vous souvenez, sur les gens qui travaillent. Il voulait que la moitié des pleins d'essence soient pris, par exemple, par les entreprises. Et moi, je trouvais ça très injuste parce que, par exemple, la mère de famille qui doit amener ses enfants chez l'orthodontiste mais si on a les moyens de le faire, il ne faut pas mieux cibler, parce que vous avez beaucoup critiqué aussi le fait qu'on baissait les prix de l'essence pour tout le monde. Justement, je pense que c'est une mesure assez juste qui va bénéficier à tous les Français qui, je vous rappelle, sortent de 5 ans de Macron fracturés, un peu sur les genoux, le pouvoir d'achat s'est effondré et que non, cette mesure justement... Elle n'est pas ciblée vers les plus modestes. Non. Non, juste un mot quand même aussi sur le fait que vous ne voulez pas que les moins de 30 ans payent d'impôts. Mbappé, vous allez me parler d'Mbappé. Je vous ai coupé l'herbe sous. Je ne vais pas vous parler d'Mbappé, mais du fait que ce sont effectivement les Français qui gagnent mieux leur vie qui payent des impôts. Fort logiquement, il y a pas mal de Français, notamment jeunes, qui n'en payent pas. Donc, est-ce que ça ne va pas, là aussi, être une mesure un peu antisociale? Est-ce que ça ne va pas favoriser ceux qui réussissent le mieux? C'est aussi une mesure, si vous voulez, qui fait qu'on va miser sur notre jeunesse et qu'on n'a pas envie que notre jeunesse, nos entrepreneurs, même ceux qui gagnent de l'argent, s'en aillent. Et que justement, de les aider à rester là et à prospérer et à entreprendre permet aussi de recréer un tissu industriel, de recherche, et que non, justement, cette mesure tout son sens en soutien justement à la jeunesse. C'est pas parce qu'ils payent trop d'impôts qu'ils partent, les jeunes. C'est pour d'autres raisons. Et effectivement, les jeunes qui gagnent mal leur vie, ils ne payent pas d'impôts. Et ceux qui gagnent très bien leur vie, ils n'en paieront pas non plus. C'est en cela que le caractère assez que c'est un prisme qui n'est pas tout à fait le même. Je pense qu'effectivement, nous on mise sur cette jeunesse et aussi sur la jeunesse qui travaille. On a d'autres mesures pour. Vous savez que c'est inconstitutionnel, parce qu'il y a l'égalité devant l'impôt. Vous alliez m'en parler, mais je vous assure, encore une fois, ça va très bien se passer. C'est changer toute la Constitution. Et puis une dernière question, puisqu'on parlait Europe. Est-ce que vous prévoyez un Frexit qui ne dit pas son nom là? Encore, est-ce que le Frexit laissez la question. C'est ce qu'a estimé tout à l'heure Clément Beaune, avec notamment ce que vous prévoyez, votre baisse de 5 milliards à la contribution du budget de l'Union européenne ou encore la supériorité de la loi nationale sur le droit européen. Est-ce que tout ça, c'est possible de le faire sans
faire un Frexit. Ben oui, vous voyez, on a réfléchi et on s'est dit que finalement, on allait arriver à changer de l'intérieur sans tout casser. Il ne suffit pas de réfléchir, il faut que les autres soient d'accord. Les 26 autres. Enfin, attendez, les autres, ils passent leur vie à négocier. Alors qu'Emmanuel Macron n'a absolument rien négocié ces 5 dernières années. Si, on peut très bien aller négocier notre contribution nette. Je vous rappelle qu'on donne quand même plus à l'Union européenne que ce qui revient. Et là, on était la négociation a eu lieu il y a donc 2 ans. Ça vient d'être négocié. Brexit avec la Grande-Bretagne. Non, mais non. Quand ils ont réduit la contribution, ça a fini en Brexit. C'est pas du tout une volonté de quitter l'Europe. Alors, ce que disait Clément Beaune, juste avant, ça peut vous intéresser, c'est qu'effectivement, nous, si Marine Le Pen va voir Bruxelles en disant on veut 5 milliards de moins, eh bien l'Allemagne aussi, elle dira je veux 5 milliards de moins. Et tous les pays. Et finalement, on aura encore moins de l'Europe. Donc, c'est un peu l'implosion de l'Union européenne. C'est quoi l'intérêt finalement après de rester je pense que, si, parce qu'on peut avoir une coopération de ces nations. Et évidemment, je veux dire, il y a des sujets sur lesquels, typiquement la recherche, typiquement l'industrie, ça peut être intéressant, comme on avait eu Ariane, évidemment. Après, effectivement, vous savez que nous, on est très attachés à nos frontières nationales, que l'espace Schengen, il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent que dès que quelqu'un, j'allais dire un migrant, met le pied, par exemple, sur n'importe quel pays de Schengen, c'est comme s'il était en France. Je veux dire, on a le droit aussi de ne pas être d'accord. Je vous rappelle aussi... Mais pourquoi vous souhaitez plus le Frexit ? Vous souhaitiez... Non, mais parce qu'on s'est aperçu... Vu tout ce que vous souhaitez. Et ce sera la fin pour accueillir Yves Tréhard. Allez-y, pardon. On s'est aperçu qu'on pouvait très bien arriver à le changer de l'intérieur. Bon, comme ça. Vous avez changé d'avis, quoi. Tout seul. Évidemment qu'il va y avoir des négociations. Vous savez, c'est pour ça que Marine Le Pen dit que son premier déplacement, ça sera d'aller à Bruxelles et d'aller négocier sûrement âprement. Mais oui, il faut... je veux dire, vous savez, les Français n'étaient pas très pour, souvenez-vous, cette Union européenne et la façon dont on est aujourd'hui, plus contributeur. Avec la situation vous trouvez qu'elle fait ses preuves ? Je ne sais pas. Vous avez trouvé, typiquement, pour la crise sanitaire, elle faisait ses preuves pour la négociation des vaccins. Est-ce que vous pensez... Mais vous plaisantez ou quoi ? C'est nous qui l'avons eu en dernier. On a été les moins bien. On va pas faire débat sur les vaccins, mais est-ce que vous pensez qu'en matière d'immigration, c'est une Europe qui a fait ses preuves ? Est-ce que vous pensez que c'est une Europe, je finis juste un truc, qui a vraiment vous parlez très vite. Qui a le respect, je veux dire, quand vous voyez l'Irlande, qui était contre le traité de Lisbonne, et que l'Europe a fait voter, parce qu'elle trouvait que ça fonctionnait mal. Je veux dire, non, c'est une Europe qui ne respecte pas les peuples. Merci Brigitte, merci Tam. Mais quand même, vous dites, Marine Le Pen voulait sortir de l'Europe. Et les Français... Non, mais les Français ne voulaient pas, eux, sortir de l'Europe. Et finalement, elle veut rester dans l'Europe. Donc, elle fonctionne suffisamment bien pour que les Français y soient suffisamment attachés. Donc, on va rester dans une Europe où on va négocier et où on va, j'allais dire, défendre notre bout de grâce qui n'est pas fait depuis longtemps. On va aussi réfléchir à ce couple franco-allemand qui n'existe pas. Quand on dit un couple, c'est une histoire d'amour. Les deux sont censés être en couple. Vraisemblablement, là, nous étions seuls. D'accord. Et effectivement, Marine Le Pen, en conférence de presse récemment, a estimé que ce couple n'était pas dysfonctionnel, mais en tout cas qu'elle voulait en finir avec cette relation privilégiée avec Berlin, ce qui ouvre là aussi des terres inconnues. Mais je vous présente, mais vous le connaissez, Yves Tréhard, directeur général adjoint du Figaro. Alors, dans 48 heures, il y a un débat. La France va être... concentrée sur ce débat. Marine Le Pen aussi. Elle avait complètement raté son débat il y a 5 ans. Comme vous y allez. Ah bon ? Elle avait trébuché. Ah, c'est tout. Bon. Elle avait dit que c'était un traumatisme quand même. De la vie de tout le monde, elle a reconnu elle-même que c'était pas un grand succès. Bon, le sujet c'est maintenant, c'est quoi l'enjeu pour vous de ce débat ? Pour Marine Le Pen. L'enjeu pour ce débat, c'est d'aller chercher les abstentionnistes, c'est d'aller convaincre tous les gens qui n'ont pas voté pour nous. Vous savez, quand vous allez dans la rue, 7 Français sur 10 n'ont plus envie d'Emmanuel Macron, veulent changer de président de la République. Il se trouve que tous ces gens-là n'ont pas voté pour nous au premier tour, nous ont quand même porté au second tour. Et donc, ça va être tout l'enjeu de présenter notre programme et de bien montrer, si vous voulez, l'espèce de grosse dichotomie qu'il y a entre nos deux programmes qui sont fondamentalement différents. Précisément. Quand on regarde un petit peu et qu'on fait de l'arithmétique avec les reports de voix, des gens qui sont proches de Marine Le Pen, on se dit qu'il y a du retard, il y a un sacré retard. Et que vous allez en ce moment chercher des voix d'un candidat qui est à l'opposé de ce que vous êtes. Qui n'est pas nationaliste, mais qui est d'extrême gauche. Alors, comment vous faites ? On est nationaliste, c'est encore une autre question. Il faudrait nous inviter sur un autre plateau pour qu'on en parle. Je ne pense pas. Je pense typiquement sur la retraite. Je vois mal comment les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont pouvoir aller donner leur voix à quelqu'un qui est pour la retraite à 65 ans. Quelqu'un qui a été des signés fiscales. Au bout de 5 ans de Macron, les pauvres, eux, ils sont pour le voile, par exemple. Plus pauvres, mais pas tous, détrompez-vous. Les pauvres sont plus pauvres et les riches sont plus riches. C'est quelqu'un, ce sont des électeurs avec qui on a eu
eu pas mal de points communs, notamment dans la bataille du pass liberticide, du pass sanitaire. Souvenez-vous Mathilde Panot, souvenez-vous Monsieur Ruffin, à l'Assemblée nationale, juste derrière. Ils sont anti-nucléaires. Mais pas tous encore, pas tous. Je vous assure, je pense qu'en fait, sur l'échiquier politique, et c'est en ça que le clivage est très différent. C'est parce qu'en fait, chez les souverainistes, vous en avez de tous bords. Souvenez-vous quand Marine Le Pen disait de Montebourg jusqu'à Zemmour. Pourquoi ça vous choque d'être qualifié de nationaliste? Non, mais parce que... C'est un gros mot? Non, mais je sais très bien que dans la bouche, globalement... mais pour moi, c'était pas du tout péjoratif. Un petit peu péjoratif, surtout entre deux tours où on s'accroche pour les turbulences. Voilà, souvent, il y a un petit côté péjoratif. Mais moi, je suis très attachée à la nation, je suis très attachée à la souveraineté de notre pays. Donc, vous inquiétez pas, Le gros problème aussi que les gens s'interrogent, c'est Madame Le Pen gagne les élections, par exemple l'élection présidentielle, mais avec qui gouverne-t-elle? Avec qui gouverne-t-elle? Mais figurez-vous qu'on... Vous avez vu un papier dans le Figaro récemment de quelqu'un qui est bien informé, que vous connaissez, Charles Sapin, qui dit qu'elle n'a pas les moyens de faire un gouvernement. Moi, je pense qu'elle en fait 3 des gouvernements. Bien sûr qu'elle en fait 3 des gouvernements. Non, c'est pas un élément de langage. Excusez-moi, mais est-ce que vous connaissiez Agnès Buzyn, Agnès Pannier-Runacher, Monsieur Beaune? Ce sont des gens qu'on a découverts. Et je peux vous dire qu'à l'Assemblée... pardon, pas du tout, c'est l'Assemblée nationale, c'est parce que je suis là. À l'intérieur de notre parti, je sais pas, vous prenez Thierry Mariani, ancien ministre, Monsieur Garot, ancien ministre... Particulièrement discret d'ailleurs, Monsieur Mariani. On ne l'entend pas. Hein. Pas ministre, pardon. On ne l'entend pas, Monsieur Garot. Monsieur Mariani. Monsieur Mariani, écoutez, on ne l'entend pas. Si vous suivez son Twitter, écoutez, je ne pense pas, mais si vous suivez son Twitter, je vous assure qu'il tweete encore et que c'est un soutien de Marine sans problème. Il pourrait être ministre des Affaires étrangères? Ah, j'en sais rien. Aucune idée, ça, pour le coup, du gouvernement. Et puis, vous savez, Marine Le Pen dit qu'elle veut un gouvernement d'union nationale. Et je pense qu'effectivement, au bout de 5 ans où le peuple sort fracturé comme jamais, il faut peut-être qu'il y ait des sensibilités qui se retrouvent, évidemment. Y compris l'extrême gauche, alors. En fait, elle le dit très simplement. Elle dit « Je ne prendrai personne dont la philosophie contreviendrait évidemment avec son projet profond. » On est bien d'accord. Après, il est évident qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on arrivera à se retrouver. Et puis, vous savez, quand on gagne, on agrège. Figurez-vous, les gens viennent à vous aussi. Et les gens proposent leurs services. Alors, justement, il y a des élections législatives. Mettons-nous dans la position d'une victoire de Madame Le Pen, ce qui vous fait plaisir. Venir, moi. Ce qui vous fait plaisir. Il y a des élections législatives. Comment vous faites avec un scrutin qui n'est pas un scrutin proportionnel pour avoir un nombre d'élus suffisant afin de gouverner, alors que là, aujourd'hui, eh bien, vous voyez bien que vous n'avez même pas un groupe à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, je vous remercie de mettre le doigt là-dessus, parce qu'il y a un vrai problème, et c'est la raison pour laquelle on voudrait la proportionnelle, parce que, je rappelle encore aux gens qui nous écoutent, 11 millions d'électeurs et 6 députés. Si ça, c'est pas un scandale démocratique, c'est terrible. Est-ce que vous instaurez la proportionnelle tout de suite? Non, on ne pourra pas le faire, ça. On ne pourra pas le faire comme ça. Oui, on ne pourra pas l'appliquer comme ça. Ce qui est certain, c'est que si Marine Le Pen gagne, ça veut dire qu'on fait des très gros scores, on fait un gros score, et que le gros score en national, il se répercute bien évidemment dans nos régions. Typiquement, moi, je vais vous dire en PACA, si Marine Le Pen gagne, je peux vous dire que des députés, on va en passer beaucoup. On aura l'occasion de se revoir. Pourquoi? Vous en passeriez beaucoup? Parce qu'on arrive en tête partout, par exemple en PACA. On arrive en tête en PACA, on arrive très en tête dans le Var, on arrive même en tête, je vais vous dire, à Toulon, bastion d'Hubert-Falco. Donc ça voudra dire évidemment qu'il y aura une vague derrière, un peu comme la vague dont Emmanuel Macron a bénéficié, souvenez-vous, où là encore on a eu des députés qui ne sortaient de nulle part, que personne ne connaissait. Est-ce que dans cet entre-deux-tours, puisque on parle beaucoup de Jean-Luc Mélenchon, mais il y a aussi la droite des Républicains, qui s'appelle les Républicains. Est-ce que vous avez cherché à aller, par exemple, M. Ciotti, qui a dit qu'il ne voterait pas pour Emmanuel Macron, est-ce qu'il pourrait voter pour votre candidate? On va voir, on va attendre de voir. Vous lui avez Alors, moi, je ne suis pas dans les tractations. Moi, je ne peux pas répondre à votre question. Moi, ce que je peux vous dire, c'est vrai que Éric Ciotti, pour moi, c'est un peu une énigme. Vous savez, j'étais au régional, il a appelé à voter Renaud Muselier, qui était soutenu par La République En Marche dès le premier tour au régional. Donc c'est vrai que c'était assez étonnant pour quelqu'un qui finalement après bandait un peu les muscles sur les plateaux en disant non, moi je suis vraiment de droite. Il se trouve que là, il se désolidarise de sa candidate, voilà. Je sais pas s'il a eu des rapports avec. En tout cas, nous n'avons pas, si vous voulez, nous n'avons pas d'ennemis dans les gens qui aiment la France, qui croient en la France, qui croient à la puissance qu'on peut rendre à la France, à son industrie, à ses. Et Robert Ménard, juste un mot, il s'est mis en retrait. Pourquoi? Parce qu'il a trop critiqué Marine Le Pen. Non, mais c'est lui qui s'est mis en retrait. Je pense qu'on est d'accord, ça reste un soutien, mais il l'a dit très clairement. Il reste un soutien de Marine Le Pen. Oui, il vote pour vous, mais il ne va pas faire campagne. Non, mais après, je pense que voilà, il y a des points qui sont de désaccord et je pense qu'il le dit. J'ai pas voulu polluer, brouiller le message. Parce qu'il y avait des points de désaccord. Oui. Donc il voulait pas. Et on lui a demandé peut-être de la mettre en veilleuse. Non. Merci. Non, c'est fini. Merci. Laure Lavalette, merci. Vous avez un débit de mitraillette. Je vous le dis, ça rime. Mais merci d'avoir été ce soir sur le plateau d'Audition Publique. Merci. Je vous souhaite une très bonne semaine. La semaine prochaine, on se retrouve. Le second
second tour aura passé, et évidemment, on accueillera un invité qui représentera le camp du vainqueur. Il n'y a pas de féminin à vainqueur, donc ça peut être un homme ou une femme. Bonne semaine à tous.